Donc, merci beaucoup d'être là. Merci Mathieu, Carnel, Eva pour l'invitation. Je vais vous présenter le résultat d'une recherche sur les expulsions locatives en France, avec toujours cet intérêt de la comparaison entre le cas de Bruxelles et le cas de la France et puis du territoire où j'ai enquêté plus particulièrement. Donc, comme l'a dit Mathieu, les principaux résultats de cette enquête sont, présents et résumés dans un ouvrage qui est paru au début de l'année. Je vais procéder en 4 temps. J'ai pas de PowerPoint, je suis un peu à l'ancienne, quoi. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous rappeler les grandes questions de recherche que je me suis posées. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter mon enquête et les données sur lesquelles je me suis appuyé pour répondre à ces questions. Dans un troisième temps, je vais vous présenter les principaux résultats de cette recherche, en essayant de mettre l'accent sur la comparaison avec le cas bruxellois. Et puis en conclusion, si j'ai le temps, j'essaierai de rappeler l'importance de souligner la dimension politique des expulsions, qui ne peuvent pas se réduire à un pur mécanisme de marché, mais qui engagent aussi les politiques publiques et l'usage de la violence par l'État. Donc voilà, je vais essayer de le faire en une petite demi-heure sans déborder trop et en essayant de ne pas parler trop vite. Voilà. Je commence du coup par les questions de recherche que je me suis posées et pour qu'elle essaye de répondre à ce livre. Et plus précisément, je vais vous exposer les 3 paradoxes dont je suis repas. Ce sont 3 paradoxes qui sont au cœur de la mécanique des expulsions locatives, je pense, en France comme en Belgique, d'après ce que j'en ai appris grâce à votre travail, Mathieu et Carnel. Le premier paradoxe, c'est que les expulsions locatives, elles sont invisibles, alors qu'elles sont au cœur de l'augmentation des inégalités sociales et de l'aggravation de la pauvreté. Quand je dis que les expulsions sont invisibles, elles sont invisibles dans le débat public, on n'en parle pas ou peu. Par exemple, en France, on en parle 2 fois dans le débat public. Au moment de l'ouverture, au moment de la fermeture de la trêve hivernale. Ce sont des articles journalistiques très stéréotypés, un peu ce qu'on appelle des marronniers, et qui rentrent assez peu dans le détail. Mais ces expulsions, elles sont aussi invisibles dans le domaine académique, puisque comme l'a très bien dit tout à l'heure Mathieu, c'est un angle mort de la recherche sur la ville, sur le logement, et même, j'ai envie de dire, en sociologie, en géographie, en économie politique. Par exemple, moi, quand j'ai commencé cette enquête en 2012, il n'y avait pas d'ouvrage sur la situation des expulsions en France. Il n'y avait pas d'ouvrage disponible en librairie, il n'y avait pas de livre qui permettait de restituer les différentes étapes, les mécaniques de l'expulsion. Pourquoi c'est paradoxal cette invisibilité ? Parce que les expulsions, c'est vraiment un mécanisme qui creuse les inégalités à la fois par le haut et par le bas. Par le haut, parce que les expulsions, ce sont les conséquences lointaines d'une dynamique de spéculation immobilière qui vient enrichir les propriétaires de logements, notamment dans les grandes villes, où la tension sur le marché et sur les prix est importante. Et puis ça aggrave également les inégalités par le bas, puisque ça condamne les familles qui en font l'objet à des années de pauvreté, de mal logement et d'errance. Ça, c'est un volet que les travaux renseignent assez bien, c'est ce qu'a présenté Eva il y a quelques instants, c'est qu'on sait qu'une expulsion, ça va dégrader radicalement et durablement la vie et les chances de vie des familles, en termes d'accès et de maintien de l'emploi, en termes de scolarité des enfants, en termes de santé, notamment de santé mentale, etc., etc. Donc on avait ce premier paradoxe entre l'invisibilité des expulsions et leur caractère central dans les dynamiques d'inégalité, les dynamiques de marché et les dynamiques de pauvreté. Le deuxième paradoxe, c'est qu'en France, les expulsions, elles ont beaucoup augmenté au cours des 20 dernières années. Elles ont très sensiblement augmenté. Il y a juste eu la petite interruption des 2 années de Covid, de l'année et demie de Covid, où avec le confinement, tout s'est arrêté, et donc les expulsions se sont également arrêtées. Mais la dynamique est très vite repartie en France. Plus précisément, pourquoi c'est un paradoxe cette augmentation ? Parce que lorsqu'on y regarde de plus près les chiffres, le nombre d'expulsions réalisées par la police a augmenté plus fortement que le nombre de procès intentés par les propriétaires. Je vais prendre la décennie 2010-2019 en France, pour vous donner un exemple chiffré de cette dynamique. Sur cette décennie-là, le nombre de procès intentés par les propriétaires, en raison de dettes de loyer de leurs locataires, il augmente très légèrement, mais il est relativement stable. On est dans une augmentation de 1 à 3%. C'est-à-dire que chaque année en France, vous avez environ 150 000 procès d'expulsion pour dette, pour impayés de loyer. 150 000, c'est beaucoup, puisque ça veut dire que chaque année en France métropolitaine, vous avez un ménage locataire sur 100 qui se retrouve au tribunal en raison de dettes de loyer. Donc, c'est ce qu'on appelle un contentieux de masse, mais
Ce contentieux, il est relativement stable dans la décennie 2010, augmentation de 1 à 3%. Parallèlement, sur la même période, le nombre d'interventions de la police, lui, il a augmenté de 40%. Autrement dit, le nombre de décisions prononcées par l'État pour autoriser le concours de la force publique, c'est-à-dire cet usage de la violence légitime dans le cas des expulsions, il a augmenté, et il a augmenté plus fortement que les demandes sociales formulées par les propriétaires contre leurs locataires en dette. Ce qui veut dire que s'il y a plus d'expulsions en France, c'est pas simplement parce qu'il y a davantage de ménages qui s'appauvrissent et qui s'endettent, ça c'est une partie du problème. C'est pas simplement non plus uniquement parce que les propriétaires iraient davantage en justice que par le passé, ça on a vu que c'était relativement stable. C'est aussi que l'État, pour des raisons qui le regardent, a durci sa réponse en matière d'expulsion. Ce qui fait que toutes les dynamiques de marché qu'ont évoquées les collègues tout avant, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante à la dynamique des expulsions. L'État dispose d'une autonomie relative assez forte en matière d'expulsion. Ce qui fait que si on veut comprendre la mécanique des expulsions et leur évolution, on est obligé de faire une sociologie de l'État. C'est pas négociable en fait. On est obligé de s'interroger sur les transformations contemporaines de l'État, notamment les transformations néolibérales de l'État. On est obligé de s'interroger sur l'autonomie relative de l'État par rapport à la structure et au rapport entre les classes sociales, par exemple entre les propriétaires et les locataires. Et ce que ce livre fait, ce que mon enquête fait, c'est cette sociologie de l'État en tant qu'acteur qui est au cœur de la dynamique des expulsions. Peut-être c'est le petit pas de côté que mon enquête fait par rapport à la vôtre, où vous proposez plus une sociologie urbaine et une géographie sociale des expulsions. Moi, c'est typiquement quelque chose que je n'ai pas fait, et c'est une limite de mon travail, c'est-à-dire d'avoir croisé la géographie des expulsions avec la morphologie sociale de la ville, ses dynamiques de peuplement ou de spéculation. Et puis donc, il faut essayer d'expliquer ce paradoxe. Pourquoi l'État, en France, s'est mis à expulser davantage que par le passé, et davantage que ce que laissaient présager les demandes des propriétaires et les procès intentés par ces derniers. Le troisième paradoxe auquel essaye de répondre mon enquête et cet ouvrage, c'est que, dans les faits, les interventions de la police en matière d'expulsion se passent de manière rapide et pacifique dans la quasi-totalité des cas. Je n'ai pas dit dans tous les cas, mais j'ai dit dans la quasi-totalité des cas. Ça, c'est un des résultats de mon enquête qui est très vite devenu une question, parce que c'est une question qui m'interrogeait. Une expulsion, en moyenne, en tout cas sur le territoire où j'ai mené l'enquête, ça nécessite un agent de police qui se présente au domicile des locataires avec un serrurier, un huissier et éventuellement des déménageurs, qui n'est pas forcément en uniforme, ou qui n'a pas en tout cas un uniforme distinctif, qui a parfois un brassard, et qui, dans près de 98% des cas, n'a pas besoin de recourir à la contrainte physique directe. Vous voyez, par exemple, dans mon enquête, j'y viendrai dans quelques instants, j'ai dépouillé 1166 dossiers de réquisition de la force publique. Et dans ces dossiers, on trouve des rapports d'enquête de police et des procès-verbaux où les policiers racontent le déroulé des opérations de police, et notamment est-ce que ces opérations d'expulsion ont rencontré une résistance active de la part des locataires. Et dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas le cas. Dans l'immense majorité des cas, les expulsions ne donnent pas lieu à des prises au corps, à des interpellations, à des gardes à vue. Pourquoi c'est un paradoxe ? C'est un paradoxe dont je force le trait volontairement pour poser une question de recherche. C'est que, alors qu'on sait que les expulsions vont dégrader de manière radicale et durable la vie des familles qui en font l'objet, pourquoi ces dernières, dans l'immense majorité des cas, n'opposent pas de résistance forte ou d'obstruction de grande intensité à l'action des forces de l'ordre ? Pourquoi, dans l'immense majorité des cas, elles se laissent faire, pour le dire de cette manière-là ? Et c'est une question qui est à la fois empirique, à laquelle il faut répondre en décrivant comment les expulsions se déroulent, mais c'est aussi une question théorique. Quelle est la question théorique ? C'est que on dit souvent que l'État, c'est l'institution qui revendique avec succès l'usage de la violence physique légitime. La question que pose mon enquête, c'est de savoir comment cette violence devient légitime. Comment l'usage de la violence par l'État, dans le cadre des procédures d'expulsion, devient légitime, non seulement aux yeux des agents de l'État qui sont chargés de l'exercer. Qu'est-ce que c'est que d'exercer la violence ? Qu'est-ce que c'est que d'être un policier, de se présenter tous les matins, 8 mois par an, au domicile de famille, et dont le métier est de les mettre à la rue ?
Le métier de ces policiers est de mettre à la rue ces familles. Mais c'est aussi de comprendre les conditions de production de l'obéissance du côté des familles en dette et qui font l'objet d'une expulsion. Alors pour répondre à ces différentes questions, j'en viens au deuxième moment de l'exposé, en regardant le temps. Ça va. J'ai donc construit une enquête, j'ai essayé de collecter et d'analyser des données pour restituer cette chaîne de l'expulsion. Mon enquête, elle retrace pas à pas les différentes étapes de l'expulsion, les différents maillons de la chaîne qui amènent les familles qui contractent des dettes à être éventuellement mises à la rue par le concours de la force publique. C'est donc une enquête qui se situe en amont des conséquences de l'expulsion que l'on connaît et qui entre dans les coulisses de la procédure. C'est une enquête sur le travail d'expulsion. Cette enquête, je l'ai construite autour de 3 terrains. Le premier terrain m'a amené à enquêter sur un service de recouvrement des dettes. Donc, j'ai passé plusieurs mois à côté, en fait, d'employés d'un grand bailleur social de région parisienne, d'un service de recouvrement et du contentieux. Et le travail de ces agents, dont j'ai observé les pratiques au quotidien, c'est de faire payer les dettes aux locataires qui en ont. Et dans le cas où ces derniers ne rembourseraient pas leurs créances, d'assigner ces derniers en justice. Donc vous voyez, ces services de recouvrement des dettes et des impayés, dans le cadre du parc social, alors il se trouve que dans le territoire où j'ai mené l'enquête, la part des bailleurs sociaux parmi les propriétaires qui assignent en justice est beaucoup plus élevée qu'à Bruxelles. Moi, c'est environ 50% des procès que j'ai étudiés ont été intentés par des bailleurs sociaux. Donc on n'est pas du tout dans le cas bruxellois où la portion du logement social est beaucoup plus faible dans les procédures d'expulsion. Donc, enquêter sur le service du recouvrement, ça m'a permis d'étudier 3 choses. D'une part, ça m'a permis d'essayer de comprendre pourquoi les familles s'endettent. Qu'est-ce qui fait que ces familles, lorsqu'elles sont confrontées à une pénurie d'argent, contractent des dettes de loyer plutôt que d'autres types de crédits, ou plutôt que de renoncer à d'autres postes de dépenses ou de consommation. C'est d'essayer de restituer les logiques sociales de l'endettement. Et ça, c'est tout un volet de l'enquête, c'est le premier chapitre du livre qui essaie de comprendre pourquoi, lorsqu'on est à court d'argent, tant de familles ont recours aux impayés de loyer. Et même pourquoi, dans certaines situations, cet arbitrage d'infortune peut avoir ses raisons, et ses bonnes raisons. L'enquête auprès du service du recouvrement des dettes m'a aussi permis de comprendre le travail de ces agents qui sont chargés de les faire payer, qui sont chargés de faire payer les gens qui n'ont pas d'argent. Et donc j'essaye de regarder très concrètement comment s'y prennent ces employés de ce bailleur social pour faire rembourser les créances, pour faire en sorte que les locataires remboursent d'abord leurs propriétaires plutôt que leurs autres créanciers éventuels. Et puis c'est un lieu qui permet d'observer une troisième chose, c'est les conditions dans lesquelles les bailleurs, en tout cas les bailleurs sociaux, peuvent prendre la décision d'aller en justice. Donc ce service du recouvrement et du contentieux, c'est aussi un lieu central dans la procédure d'expulsion parce que c'est là où, pour le parc social, la décision d'aller en justice est prise. Donc ça, c'est le premier volet de l'enquête, qui m'amène à un second volet que je suis, qui suit de manière chronologique la procédure, qui est évidemment le tribunal des expulsions. Je ne reviens pas sur le détail de la procédure parce qu'en fait, à la fois en droit et du point de vue de la pratique, le cas de la France ressemble beaucoup au cas de la Belgique, en tout cas de Bruxelles. J'ai donc, deuxième temps, mené un terrain d'enquête auprès des tribunaux qui ont pour mission d'instruire et d'administrer les procès pour expulsion. Donc là, j'ai eu recours à 3 types de données. Première chose, j'ai fait une analyse quantitative, comme mes chers collègues bruxellois. Donc, j'ai collecté 795 décisions de justice. Et à partir de 795 décisions de justice, j'ai fait des calculs, j'ai fait des comptages pour essayer de décrire le profil des locataires qui sont assignés au tribunal pour dette de loyer, pour essayer également de comprendre les inégalités de ressources juridiques entre les propriétaires et les bailleurs, et puis évidemment pour essayer d'objectiver par les chiffres les critères de la décision des juges de prononcer l'expulsion ou au contraire d'accorder des délais de paiement. Ce volet quantitatif, je l'ai articulé avec une enquête plus qualitative en faisant des observations d'audience. Donc je ne sais pas si c'est le cas à Bruxelles, mais les audiences sont publiques en matière d'expulsion. Donc on peut se présenter dans une salle et s'asseoir au premier ou au deuxième rang du tribunal et noter ce qui se dit à la barre, les échanges entre les propriétaires et les locataires.
les échanges entre les justiciables et les juges. J'ai observé donc 240 affaires, 240 affaires d'expulsion, et ces observations, croisées avec l'analyse quantitative, elles permettent de planter le décor des procès pour expulsion en France. Donc là, je vais donner des petits chiffres de cadrage qui vous permettent un peu de vous imaginer, de vous figurer à quoi ressemble un procès pour expulsion en France. Donc, premier élément peut-être intéressant, le temps moyen d'une audience en matière d'expulsion à l'échelle de mes données, c'est 5 minutes. 5 minutes en moyenne. Ça tombe à 1 minute 30, 2 minutes, lorsque les locataires ne sont pas présents à l'audience. Dans le cas de mes données, c'est parfaitement convergent avec ce que vous avez mis en lumière dans votre enquête. Il y a environ 60% des locataires qui ne se présentent pas à l'audience le jour où leur affaire y est jugée. Analyser de manière quantitative les jugements et articuler cette analyse quantitative avec de l'observation d'audience, ça permet aussi, par exemple, de mettre en lumière le fait que seuls 5% des locataires ont recours à un avocat. C'est 2 fois moins que dans votre cas où c'était 10%, contre 80% des propriétaires bailleurs. Et puis, troisième élément de cadrage, dans le cas des données que j'ai collectées auprès de ces 4 tribunaux d'instance, le taux d'expulsion, c'est-à-dire le taux de décision qui prononce l'expulsion par les juges, est de 48%. Donc, on est sur des taux plus faibles que dans le cadre de vos données. Donc, en moyenne, à l'échelle de mes données, les juges prononcent l'expulsion 1 fois sur 2. Et dans l'autre cas, ils vont attribuer des délais de paiement aux locataires qui, s'ils sont tenus, permettent le maintien dans les lieux, le maintien du contrat de location, du statut de locataire, et permettent d'éviter l'expulsion. D'accord ? Ce taux de 50%, c'est le taux que j'obtiens à l'échelle de mes données à moi, de mes 800 affaires, de mes 795 affaires. C'est un taux qui varie en fonction des tribunaux en France. Là-dessus, il y a une enquête de l'Inspection générale des affaires sociales qui essaye de montrer, qui chiffre les taux d'expulsion par tribunal, et vous avez de fortes variations d'une juridiction à l'autre. Je ne rentre pas dans ces détails, mais un peu comme vous le pressentiez aussi dans votre étude, la justice des expulsions n'est pas rendue exactement de la même manière partout sur le territoire français, par exemple. Et puis enfin, troisième type de données que j'ai collectées auprès des tribunaux, ce sont des entretiens semi-directifs avec des juges. Donc j'ai rencontré 9 juges, qui étaient les juges qui, pour une partie d'entre eux et d'entre elles, avaient instruit les jugements que j'avais collectés, pour essayer de comprendre à la fois leur trajectoire professionnelle et surtout leur travail et les critères des décisions d'expulsion ou au contraire d'accorder des délais de paiement. La question entre eux qui traverse tout l'ouvrage, évidemment, c'est de savoir pourquoi certaines catégories de familles sont plus fréquemment expulsées que d'autres. Est-ce qu'on peut mettre des inégalités de traitement, est-ce qu'on peut mettre en lumière des inégalités de traitement, voire des discriminations judiciaires ou administratives en matière d'expulsion? Par exemple, ce taux d'expulsion de 48%, c'est une moyenne, mais ce taux d'expulsion varie très fortement selon les caractéristiques sociales des familles, selon les caractéristiques procédurales de leur affaire ou de leur procès. Et donc l'enjeu du travail, à la fois statistique et ethnographique, c'est de mettre en lumière ces critères parfois juridiques, parfois infrajuridiques, parfois officiels, parfois officieux, qui conduisent les juges à prendre une décision aussi radicale que de prononcer une expulsion. Et puis enfin, troisième moment de l'enquête, troisième terrain, je suis allé en fait auprès des services de préfecture et des commissariats de police qui sont chargés d'autoriser et de réaliser les concours de la force publique après le tribunal. Ce qui fait que mon enquête, en fait, elle permet de manière longitudinale, pour le dire en termes un peu techniques, c'est-à-dire de retracer ce que deviennent dans le temps les familles depuis leur assignation à l'audience jusqu'à leur éventuelle expulsion par la force publique. Donc, à partir de mes jugements, je suis allé frapper à la porte du bureau des expulsions. Le bureau des expulsions, c'est un service qu'il y a dans chaque préfecture. En France, les préfectures en France, c'est les services de l'État à l'échelle locale. Les services de l'État central, mais déconcentrés dans les territoires. Le préfet, c'est quelqu'un de très important dans l'architecture générale de l'État et des pouvoirs en France. Et au sein de chaque préfecture et de chaque sous-préfecture, vous avez un bureau des expulsions. Ce bureau des expulsions, il a une mission un peu particulière, c'est de délivrer des autorisations administratives de concours de la force publique. C'est-à-dire que ce bureau des expulsions,
il est sollicité par les propriétaires bailleurs qui ont obtenu une décision de justice qui prononce l'expulsion, mais dont les locataires ne quittent pas les lieux après le tribunal. Vous voyez, à l'échelle de mes données, vous avez environ 2/3 des familles qui, après leur passage au tribunal, alors que leur contrat de location a été résilié, ne quittent pas les lieux. Pour ces 2/3 de familles, les propriétaires bailleurs, qu'ils soient bailleurs privés, qu'ils soient bailleurs sociaux, font ce qu'on appelle une réquisition de la force publique, c'est-à-dire vont frapper à la porte de la préfecture pour dire « j'ai un jugement de justice » et il revient à l'État de faire appliquer cette décision de justice. C'est-à-dire de mettre le concours de la force publique au service de l'exécution de cette décision. Et donc, je suis allé voir dans les archives de ce bureau des expulsions ce que devenaient les familles à travers le temps dont j'avais pu étudier le jugement judiciaire. Et puis j'ai croisé cela avec une étude du travail policier en matière d'expulsion. C'est-à-dire que j'ai analysé les rapports de police et les procès-verbaux que rédigeaient les policiers qui sont en charge de mettre à la rue les familles. Et puis j'ai mené des entretiens avec ces policiers qui ont ce travail un peu particulier. Vous voyez, donc, c'est une étude qui n'est pas construite de la même manière que celle qui a été présentée auparavant, qui est une étude sur une échelle géographique plus restreinte, avec des données, je pense, qui ont une moindre valeur de généralité, mais qui, par contre, permettent de retracer vraiment, à l'échelle d'un échantillon de familles, les destinées et les inégalités de destinée et de traitement de ces familles en procédure d'expulsion. J'en viens maintenant donc à la troisième partie de cet exposé pour essayer de dresser les principaux résultats de ce travail et, plus précisément, essayer d'évoquer les résultats qui font écho à la fois à la présentation précédente, mais aussi aux manières de réfléchir ou aux voies, aux manières de lutter ou de réduire le nombre d'expulsions, que ce soit à Bruxelles qu'en France. Je vais répondre à la première question que j'ai posée. Ou plutôt, excusez-moi, je vais répondre à la question des raisons de l'augmentation des expulsions par l'État en France au cours des 20 dernières années. Vous vous rappelez, c'était le deuxième paradoxe que j'avais mentionné. Pourquoi, en France, l'État s'est mis à expulser davantage que par le passé, et davantage que ce que laissaient présager les demandes sociales d'expulsion qui lui sont adressées par les propriétaires bailleurs. Il y a plusieurs mécanismes derrière ce processus. Le mécanisme principal que met en lumière mon enquête, c'est un mécanisme d'économie budgétaire. Je m'explique. Plus l'État met du temps à expulser, c'est-à-dire plus l'État va prendre du temps pour faire appliquer la décision de justice en autorisant et en exécutant le concours de la force publique, et plus il doit indemniser les propriétaires bailleurs. En France, vous avez une procédure d'indemnisation prévue pour les propriétaires bailleurs dont l'État met trop de temps à faire appliquer la décision d'expulsion. Je vous donne le mécanisme technique, c'est un mécanisme qui est régi par l'article L153 du Code de procédure civile. C'est le code qui régit l'application des décisions d'expulsion en France. C'est l'idée que si l'État met trop de temps à faire exécuter les décisions de justice, alors il doit réparation à leurs détenteurs. C'est un principe général du droit en France, ça c'est pas simplement applicable au cas des expulsions, mais dans le cas des expulsions, ça donne la formule suivante, c'est que un propriétaire qui a fait la réquisition de la force publique, mais qui ne voit pas cette réquisition de la force publique exécutée dans les 2 mois, peut demander à ce que l'État rembourse tout le surplus de dette que va contracter le locataire dans les mois suivants. Autrement dit, si l'État met du temps à expulser, il doit indemniser le propriétaire de la dette que va contracter le locataire passé ce délai que l'État a pris pour expulser. Au début de mon enquête, en 2012-2013, ce budget représentait annuellement 30 millions d'euros en France, à l'échelle du budget de l'État. Donc ça veut dire qu'en 2013, l'État avait versé 30 millions d'euros à des propriétaires privés ou à des bailleurs sociaux au titre de l'indemnisation du temps mis à faire appliquer les procédures d'expulsion. 30 millions d'euros par rapport au budget de l'État français, c'est même pas une goutte d'eau. Je pense que c'est une molécule d'eau. Peut-être même c'est un atome de molécule d'eau, c'est tout petit. Mais pour des raisons d'économie budgétaire, pour des raisons d'austérité qui gouvernent, je pense, en France comme en Belgique, les finances publiques et les services publics plus précisément, l'État, et notamment le ministère de l'Intérieur, a décidé de réduire cette facture. Et donc, pour réduire cette enveloppe budgétaire, les services de l'État, les préfectures et les commissariats, se sont mis à expulser plus fréquemment
et plus rapidement que par le passé. C'est ça le mécanisme principal qui explique en France l'augmentation des expulsions, et notamment l'augmentation des expulsions en raison de ce durcissement de la réponse étatique. Vu que le temps passe, je vais vous présenter un autre résultat qui va faire écho aux manières de lutter contre les expulsions à l'avenir. Ce sera peut-être l'objet de ma conclusion. L'autre résultat, c'est de comprendre pourquoi les procédures d'expulsion, pourquoi les opérations d'expulsion, excusez-moi, sont dans la plupart des cas rapides et pacifiques. Qu'est-ce qui explique que dans l'immense majorité des cas, l'État parvient à produire l'obéissance des familles à l'usage de la violence avant même que cette violence soit mobilisée en pratique? Je vous donne 2 éléments, on va dire, empiriques pour essayer d'étayer ce résultat de l'enquête. Ce résultat de l'enquête, c'est en vérité ce résultat qui a donné son titre au livre. C'est pas degré ou de force, c'est degré et de force. C'est de montrer que les procédures d'expulsion, c'est un lieu où la fonction de l'État est davantage de produire l'obéissance, de produire l'expulsion degré, avant même l'usage effectif de la force. Et je donne 2 aspects de cette tendance générale, je pense, des procédures d'expulsion, mais aussi de l'usage de la violence légitime par l'État. Le premier aspect, ça fait écho à ce que vous avez mis en lumière grâce à vos données. C'est cet ensemble de ménages ou de familles qui se retrouvent à perdre son logement avant même l'intervention effective de la force publique. Tout ce qu'on peut appeler les expulsions informelles. Ces expulsions informelles, soit ce sont des expulsions illégales, c'est-à-dire c'est le propriétaire qui se fait justice lui-même en appelant des gros bras qui viennent changer les serrures, mettre les meubles à la rue, voire tabasser les occupants. Ça, c'est un volet des expulsions informelles, ce sont des expulsions illégales. Mais il y a un autre volet des expulsions informelles, ce sont ces familles qui font l'objet d'une réquisition de la force publique, d'un jugement d'expulsion et d'une réquisition de la force publique, et qui vont quitter les lieux avant l'intervention effective de la police. À l'échelle de mes données, cela représentait environ un quart des familles qui font l'objet d'une réquisition de la force publique. Donc vous avez un quart des familles qui ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui est une réquisition de la force publique sollicitée par le propriétaire, et qui vont quitter les lieux le plus souvent de manière informelle, en ne rendant pas les clés, en prenant leurs quelques meubles et en partant, avant même que la police se présente à leur domicile. Pourquoi c'est important ? C'est important de mettre en lumière ce résultat à partir de ces données longitudinales, parce que ce sont des familles qui ne sont pas comptées comme expulsées par les statistiques officielles. Les statistiques officielles, en France, elles ne recensent que les interventions effectives de la force publique. L'unité de compte, c'est l'intervention policière. Or, de la même manière qu'autour du chiffre du chômage, il y a toute une zone grise, tout un halo, il y a aussi, autour des expulsions, toute une zone grise. Toute une zone où des familles vont être délogées sans être expulsées. Et donc, l'enjeu de mon travail, c'est de chiffrer cette part des familles qui se retrouvent à céder sous la contrainte psychologique ou symbolique et à quitter les lieux avant même l'exercice de la contrainte physique, avec l'intervention de la police ou de l'OSI. C'est important parce que ce résultat, outre le fait qu'il permet de recalculer le nombre de familles délogées, vous voyez, en France, par exemple, l'an dernier, vous avez eu 17 500 familles mises à la rue par la police. 17 500 familles. Mais en fait, il faudrait ajouter à ces familles toutes celles qui sont délogées sans être expulsées. Toutes celles qui ont quitté les lieux en raison de l'usage de la violence symbolique ou psychologique par l'État, plutôt que par l'usage de la violence physique. Et le chiffre des familles délogées est supérieur au chiffre des familles expulsées au sens juridique du terme. Ça, c'est vraiment une des vertus, je pense, des travaux de sciences sociales, c'est aussi de proposer d'autres formes de quantification que la quantification administrative. Essayer de proposer d'autres unités de compte pour voir le monde social un peu différemment. Pour le ministère de l'Intérieur, l'unité de compte, c'est l'intervention de la police. Dans cet ouvrage, c'est le fait de perdre son logement, quelle que soit la modalité, directe ou indirecte, physique ou psychologique, par lesquelles on est amené à devoir quitter ce que l'on a de plus cher, à savoir son logement. Cette question du délogement plutôt que de l'expulsion, elle est aussi importante parce qu'elle permet, je pense, d'expliquer pourquoi ces expulsions sont aussi invisibles. Ces expulsions, elles sont invisibles aussi parce que les familles qui en font l'objet, à la fois sont invisibilisées, mais passent également sous les radars du recensement ou de la comptabilité officielle.
L'autre aspect de ce travail, j'en dis deux mots, il porte sur les conditions de production de l'obéissance des familles, c'est de considérer que la temporalité de l'expulsion, qui est une temporalité longue en France, une expulsion pour être exécutée, cela prend des mois, parfois des années, n'est pas du tout le symptôme d'un dysfonctionnement bureaucratique. Ça, c'est ce que disent souvent les organisations de propriétaires. Une expulsion, ça prend du temps, ça prend trop de temps, et ça serait le symptôme du fait que l'État accorderait sa sollicitude uniquement aux locataires plutôt qu'aux propriétaires. Ce que montre mon travail, c'est que le temps et la temporalité longue de l'expulsion, c'est en vérité non pas un dysfonctionnement bureaucratique, mais le meilleur atout de l'État. Pourquoi ? Parce que c'est au cours de cette temporalité que va se fabriquer pas à pas, peu à peu, l'obéissance des familles au fait de quitter les lieux par elles-mêmes ou de ne pas opposer de résistance forte à l'action de la police. Et que donc, en matière d'expulsion, le temps est l'atout de l'État. Mon enquête revient sur cette mécanique temporelle de l'expulsion et la manière dont elle arrive à produire l'obéissance et la résignation des familles quant au fait de quitter pacifiquement les lieux et d'entrer dans une trajectoire de pauvreté et de mal-logement durable. Une phrase de conclusion pour terminer cet exposé. Je pense que l'un des résultats ou l'un des enjeux importants de ce livre, c'est de mettre en lumière la dimension politique de l'expulsion. Politique à la fois au sens où les expulsions relèvent de mécanismes de régulation politique du marché, ça c'est ce que met très bien en lumière votre travail, mais aussi d'une décision proprement étatique. Elle est aussi l'enjeu de politique publique qui ne concerne en dernière instance que l'État, le gouvernement des finances publiques, le fait de recourir ou non à l'intervention de police face à une expulsion, etc., etc. Et que on ne pourra pas lutter contre les expulsions sans poser la question de la responsabilité de l'État et de l'autonomie de l'État dans ce drame social à la fois individuel et collectif que recouvrent les mises à la rue ou les délogements plus indirects de centaines de milliers de familles en France comme en Belgique. Voilà. Je vous remercie, j'ai terminé mon exposé.